Good picture, Steve. Roger roll, Discovery. Cette semaine, la fine équipe d'ORLM revient sur Steve Jobs, le film. Son réalisateur, Danny Boyle, s'est accordé beaucoup de liberté, romançant souvent les faits pour mieux mettre en lumière la part d'ombre du cofondateur d'Apple. Boyle décrit un Steve odieux avec ses équipes et ses proches, de quoi égratigner la légende et froisser les fanboys. Alors que penser du film ? Débat. Bonjour à tous, soyez bienvenus dans On refait le Mac, soyez bienvenus dans le studio de Dailymotion qui nous accueille chaque semaine et qui nous diffuse, vous le savez désormais, chaque semaine dès le vendredi soir, donc n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Dailymotion, vous serez prévenus en temps réel dès l'apparition d'une nouvelle vidéo. Bonne nouvelle également à ceux qui aiment podcaster l'émission, nous sommes de retour sur iTunes en une version HD, haute définition, donc n'hésitez pas à vous abonner également sur iTunes. Et une nouveauté, une version audio pour ceux qui veulent podcaster et écouter l'émission sur son autoradio par exemple, ou en faisant son jogging le dimanche matin. N'hésitez pas, nous sommes désormais disponibles pour parler avec nous de Steve Jobs le film dans le studio ici de Dailymotion. Le Benjamin de cette émission, mais également l'anthropologue du Mac, monsieur Paul Rony. Bonjour Paul. Bonjour Olivier, ça va ? Oui, ça va nous permettre de faire un peu d'histoire, c'est un peu ton domaine privilégié. Là, je suis content parce que je vais pouvoir me lâcher vraiment. On va pouvoir discuter. On va vraiment pouvoir dire et affirmer tout ce qu'on pense de bien ou de mal autour de ce film. Autre historique, autre habitué dont on fait le Mac, en duplex de Lyon, le partenaire média de cette émission de la rédaction de Clubic. Il s'agit bien sûr de Julien Jay de la rédaction de Clubic. Je l'ai dit, bonjour Julien. Oui, bonjour Olivier, bonjour à tous. Ça va bien Julien ? Pour cette nouvelle année. Oui, merci. Voilà, on a très belle cravate, je voulais te dire Olivier quand même. Merci. Tu fais des efforts, je suis curieux de savoir d'où elle vient. Je sais. Je te dirai ça un jour. Autre habitué dans Refait le Mac, autre chroniqueur, autre chroniqueuse, l'atout charme de cette émission, il s'agit bien sûr de Fanny Bouton de fannysparty.com. Bonjour Fanny. Bonjour Olivier. Ça va bien ? Écoute, ça va très bien. Bon, beaucoup de questions, beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux autour oui, beaucoup de réactions. Du film Steve Jobs. Tout le monde n'est pas d'accord sur l'interprétation, on va beaucoup en parler. Non, c'est le cas de le dire, ça provoque des réactions. Bon, on devait avoir normalement Cédric Ingrand avec nous, mais il est bloqué dans la forêt noire sans connexion Internet, mais donc on le retrouvera, j'espère, la semaine prochaine. Autre personne qu'on devait avoir avec nous, il s'agit bien sûr de Rodrigo, mais lui, il n'a pas besoin d'être dans la forêt noire, il suffit d'être à Paris pour ne pas avoir d'Internet avec lui. Donc voilà, on va tous se cotiser pour lui payer la fibre. Et enfin, dernier historique de Refait le Mac, Monsieur X est ancien responsable d'Apple qui avance. Visage masqué, bonsoir Monsieur X. Bonsoir Olivier, je crois que j'ai fait une overdose. Non seulement j'ai vu ce film sur Steve Jobs, mais j'ai vu les deux précédents là, qui sont sortis dans les 18 derniers mois. Mais j'ai l'impression que Steve est chez moi, c'est assez terrible. Bon, écoute, avant de parler vite. Oui, c'est charmant. Avant d'aborder le sujet du film de Steve Jobs, nous allons d'abord parler du chiffre de la semaine avec Paul Rony. Alors, le chiffre de la semaine, on retrouve tout de suite notre ami Paul Rony. Olivier, cette semaine, c'est un chiffre un petit peu spécial puisqu'il n'y aura pas de graphique. On va voir quelque chose de manière plus visuelle, on va en discuter. C'est juste un chiffre. C'est 53. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce que c'est que ce chiffre ? On en a beaucoup parlé, ça a pas mal buzzé. C'est la fameuse erreur 53. Alors, on va récapituler un petit peu ce qui se passe. En gros, si vous avez fait réparer votre iPhone chez un revendeur non agréé Apple, comme il y en a un petit peu partout dans les grandes villes, et que vous avez fait changer votre écran ou votre bouton Touch ID, votre iPhone en fait n'arrive plus à matcher les composants entre eux. Une chaîne de sécurité est cassée, si on peut dire. Et si vous faites cette mauvaise blague de vous remettre au 1er janvier 1970, le check-up du téléphone ne va pas aboutir et vous allez arriver à cette erreur et il sera impossible de sortir votre téléphone de son coma. Ouais. Enfin, l'erreur de 1970, c'est pas forcément une blague. Non, c'est... Oui, mais à partir du moment où on change c'est uniquement la touche. Enfin, la touche Touch ID. Mais par exemple, si je casse mon écran, est-ce qu'on me change aussi ma touche ? Normalement, oui. Donc ça veut dire que on te change le bloc. Voilà, donc ça veut dire que ça concerne pas uniquement, parce que c'est assez rare de casser sa touche Touch ID. Voilà. On a des problèmes de touche d'iPhone, c'est le cas sur les iPhone 4 notamment. Donc c'est un problème qui peut prendre une certaine importance et ça peut toucher pas mal de gens. Une réaction peut-être Julien, parce qu'il est sur mon moniteur là. Je sens qu'il va me reprocher d'avoir mal expliqué, mais j'ai essayé de faire au plus clair, au plus vite. Allez Julien, corrige. Non, je ne veux rien corriger. Je pensais juste que 53, c'était les 53 millions de dollars d'endettement de Kanye West. Donc... Touch ID. Rappel pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents pour Kanye West.
Ah bah écoute, apparemment ce garçon s'épanche beaucoup sur Twitter. Oui, alors Voilà. ça, on a vu. Hein. Alors revenons donc sur l'histoire de Touch ID, c'est quoi? C'est une mesure de sécurité d'Apple qui a plutôt mal tourné. Comment on peut expliquer ce gros malaise, hein, parce que quand même, de se retrouver avec un téléphone qu'on a acheté, qu'on a réparé de bonne foi chez un réparateur de quartier, on ne va pas vérifier forcément s'il est agréé ou pas, sachant qu'il n'y a pas forcément un Apple Store à tous les coins de rue. Notamment à Lyon, Julien. Aussi, il y en a dans certains quartiers, comme à Paris, t'inquiète pas, ça. Oui, ça mais pas à Lyon. Mais en tout cas, j'ai du mal à voir d'où ça vient dans la mesure où je suis pas certain qu'Apple voit d'un très bon œil que de toute façon tu fasses réparer ton iPhone ailleurs que chez eux. Il n'y a pas de choix, des fois. C'est ça, en fait, surtout. Le Oui, problème, c'est que t'as c'est pas des le choix. pièces non agréées, en fait. C'est que Touch ID, normalement, doit matcher avec tout le reste des composants du téléphone parce qu'il y a cette fameuse enclave sécurisée qui fait que vos empreintes sont stockées uniquement en local. Oui, ça c'est surtout pour Apple Pay, Voilà. parce qu'effectivement, c'est pas encore le cas en France, mais aux États-Unis, Apple Pay sert à réaliser des achats. Donc effectivement, c'est quelque chose de très important. Si on peut pirater votre téléphone en changeant la touche du Touch ID. Mais, Voilà. Alors après, j'ai pas très bien après, compris. pourquoi bloquer le téléphone complètement et pas juste dire voilà, Touch ID et ne fonctionne plus, tout simplement? C'est quand même une mesure extrême. Peut-être une réaction de Monsieur X, qui est quand même habitué des pratiques d'Apple dans ce domaine. Bah écoute, chez Apple, il n'y a pas de petit profit et ce qu'il faut savoir, c'est que le SAV est géré d'un point de vue financier comme une ligne de produit. Voilà, donc d'un côté, Apple cherche à faire de l'argent sur le SAV. La première manière dont ils le font, c'est de vendre les packs d'extension de garantie, les fameux packs Apple Care. Et puis aussi sur les changements de pièces, hein, c'est un business très important. Voilà, donc ça c'est le premier truc qui n'est pas très sympa, qui explique sans doute une partie de ce phénomène, hein, qui est, je mets l'erreur 53 comme ça, je vais obliger les gens à réparer chez moi et c'est moi qui ferai la réparation et qui encaisserai le bénéfice de la réparation ou le revendeur agréé. Maintenant, je ne pense pas que ce soit la seule motivation d'Apple, sincèrement. Je veux dire, la popularité, vu les pratiques chères du SAV Apple, la popularité des réparateurs non agréés est telle qu'il y a un business parallèle qui s'est développé, qui est juste énorme. Avec un écart de prix important aussi, hein, Ouais, pour changer un une écran qualité de notamment. Hein, ça va du simple au double parfois. Ouais, plus ou moins bonne. Et je pense qu'Apple a dû se confronter à des choses assez simples. Tu as un iPhone, il est sous garantie 2 ans pour la partie pièce. Tu as un peu cassé l'écran, tu vas le faire réparer à pas cher. Tu as une deuxième panne, il est sous garantie, tu vas le faire réparer chez Apple. Et là, Apple se retrouve avec un produit qui est sous garantie, qu'ils doivent réparer, mais qui a une réparation initiale qu'ils n'ont pas faite et qui a peut-être été mal faite, et ça devient juste ingérable. Donc, sur le bon principe d'Apple, ils ont complètement fermé les portes, ce qui leur permet de garantir qu'ils gardent l'argent du SAV, Oui. et qu'ils gardent aussi une qualité de service. Et dans ces cas-là, Monsieur X, vous maintenez une porte ouverte en permettant à ceux qui ont de bonne foi fait réparer leur téléphone chez un revendeur Non, de quartier qui ça, n'a pas je utilisé suis le... Non, mais de Olivier, toute façon, ça, j'y crois pas. chez Apple, en Apple Store, tu te pointes avec un iPhone qui a été réparé Olivier, par un tiers, ils te le rejettent, hein, ils te le prendront plus en garantie. exactement. Non, mais même, Olivier, tu peux quand même le faire réparer de tes deniers si tu Oui, le veux mais quand même. c'est Oui, que mais tu n'as pas chez lu Apple, les conditions non. de garantie. Tu dois le faire réparer chez un réparateur Ouais. agréé, ça c'est la première chose. Et la C'est deuxième chose, sévère quand même. Hein. oui, je sais, mais quand tu casses le moteur de ta voiture allemande que tu as, Tu vas pas le faire changer chez Peugeot. ouais, sur une pièce comme Non, mais, ça. non, mais là, on casse pas le aller le moteur. changer. Là, on casse pas le moteur, encore une fois. C'est quasiment le moteur, hein, l'écran est. Non, mais attends, quand tu fais tomber ton iPhone et que tu dois faire changer l'écran, là, on sait très bien que l'iPhone, dans ces cas-là, ce n'est pas pris par la garantie. Donc, c'est l'utilisateur de bonne foi, s'il n'a pas forcément un revendeur agréé à côté de chez lui, ce qui, ils ne sont pas à foison, les revendeurs Apple agréés en France, et tu le sais bien, Monsieur X, il n'est même pas au courant qu'il n'aura plus sa garantie. Donc, l'utilisateur, il est de bonne foi. Il est de bonne Mais foi. attention, parce que là, on a l'air de faire croire que c'est un bug qui a été engendré, créé par Apple, alors Non. que visiblement, eux-mêmes n'ont pas l'air de très bien comprendre, parce qu'il y a quand même un bug de l'horloge interne du téléphone qui est lié à ce bug du matériel qui n'est pas le bon. Puisqu'il y a quand même, ce bug ne se produit que si on reset l'horloge à la date 0 du système
de n'importe quel système d'ailleurs Unix. Vous Ouais. l'avez déjà vu quand votre Mac a épuisé sa batterie vraiment jusqu'à la dernière goutte, il redémarre souvent au 1er janvier 70 parce que c'est la date de base de son système. Et cette erreur 53, de ce que j'ai compris, ne se produit que si on a cette fameuse date. Non, moi j'ai compris que l'erreur 53 se produit à partir du moment où l'iPhone check la conformité de la touche Touch ID avec un composant qui est propre à ce composant-là, et surtout s'il y a la nappe d'origine du bouton Touch ID qui a été conservée. Et donc s'il a mémorisé, j'imagine, des données qui te sont propres. S'il ne trouve pas cette nappe, il bloque le téléphone. Purement et Oui, mais simplement. alors en soi, si c'est effectivement le scénario que tu décris, Olivier, moi ça me choque pas dans la mesure où Touch ID c'est un composant de sécurité, c'est un capteur biométrique et toute la force de Touch ID c'est justement que de garantir la sécurité d'un bout à l'autre de la chaîne pour identifier tes achats, pour identifier Bah, tes tu achats, bloques que Touch ce ID, soit, tu bloques l'empreinte digitale. Tu ne permets pas à quelqu'un de s'identifier autrement que par son code. Ça veut dire qu'il y a, si tu changes la il y a nappe, toujours le code de sécurité numérique derrière. Hein, à intercepter les données qui traversent pas la nappe. Donc moi ça me choque pas. Ouais. Enfin, dans cette optique-là, si le scénario que tu décris est correct. Encore une fois, on a évidemment posé la question à Apple. Vous pensez bien qu'ils n'ont pas souhaité s'épancher sur le sujet. On va attendre un petit peu, on va laisser la pression monter, vous allez voir qu'ils vont réagir. Mais c'est vrai que ça fait encore une fois, c'est dommage de pas simplement s'exprimer et expliquer clairement les choses, parce que même en traitant le sujet au quotidien, on a du mal à le comprendre de notre côté, plus modestement. Voilà, nous sommes arrivés au terme du chiffre de la scène. On va parler maintenant du film. Steve Jobs va commencer, si vous êtes d'accord, par les différents personnages et les acteurs. Alors Steve Jobs, le film, que penser de ce long métrage et pour vous donner une idée, le mieux, si vous ne l'avez pas encore vu, c'est de jeter un coup d'œil à la bande-annonce. À 9h41, notre planète va basculer durablement sur son axe. Les 2 points culminants du XXe siècle, la victoire des Alliés et ça. Tu sais même pas coder. T'es pas ingénieur? Ton métier, c'est quoi? Les musiciens jouent d'un instrument. Moi, je joue de l'orchestre. Du fond de mon garage, j'ai inventé l'avenir. Un artiste ouvre la voie pendant que les clampins cherchent le consensus. J'adore ça que tu ne juges pas les gens à leur salaire. C'est ce qu'on crée qui compte. Mais tu ne peux pas te réduire à ce que tu crées. Il n'y a que toi qui vois le monde comme moi. Mais personne ne voit le monde comme toi. Alors Steve Jobs, le film, vous avez vu que le personnage principal est interprété par Michael Fassbender. Il y a eu beaucoup de rumeurs, Paul, avant le début, le tournage de ce film. Ça fait des années, depuis le décès de Steve Jobs, qu'on a annoncé l'arrivée de ce long métrage. Il y a pas mal d'acteurs qui étaient pressentis, il y a de grands noms qui ont été annoncés. Notamment 2. Il y avait Christian Bale et DiCaprio, aussi étonnant que ça puisse paraître. Ouais. J'avais mis un gros billet sur Bale, qui avait incarné Batman. Ouais. Finalement, c'est Fassbender qui a été choisi un petit peu en second couteau, mais on va Commence pas à discuter de son polémiquer, interprétation, Paul. Donc on a préféré Magneto des X-Men à Batman, en gros. Voilà, en gros, c'est ça. Ouais, et oui, mais il joue quand même, il sait quand même Fanny. jouer vachement mieux et c'est quand même un grand acteur. D'ailleurs, il va jouer encore autre chose. Il fait Assassin's Creed bientôt. Mais non, c'est un grand acteur quand même, Fassbender, et le physique est peut-être pas aussi proche que sur certains autres acteurs, mais il a une prestance et moi je trouve que c'était un choix hyper intéressant. Ouais, moi je trouve que c'est un choix très intéressant. Il y a une approche tout à fait radicalement différente par rapport à ce qui avait été fait il y a quelques années avec le film Jobs et interprété par Kutcher, souvenez-vous, où là il y avait vraiment une volonté de se transformer en Steve Jobs, une transformation qui virait un peu à la singerie dans la mesure où il voulait tellement limiter que par moments ça en était un petit peu ridicule. Par rapport à Kutcher, moi je trouve que l'interprétation de Fassbender est meilleure. Qu'en est-il de ton avis, de ton côté, Julien? Moi je dirais... alors c'est difficile, j'essaie de regrouper mes pensées, excusez-moi. C'est difficile pour moi cette intervention dans la mesure où je n'ai pas apprécié le film, donc je vous le dis tout de suite. Bon, merci, bonsoir, on arrête l'émission. On arrête. Je suis un peu embêté parce que tu as dit que ceux qui appréciaient pas le film en introduction, c'était les fanboys, donc tout de suite ça me classe dans la catégorie des fanboys. Tu es un fanboy de Microsoft, c'est quand même un fanboy. Donc je m'estime pas un fanboy Apple. Ouais.
n'en déplaise à certaines personnes. En tout cas, le choix de Fassbender, c'est effectivement un bon acteur, mais pour moi, je ne l'ai pas trouvé crédible une seule seconde. Donc j'ai eu beaucoup de mal parce que j'ai ressenti ce film comme un film Steve Jobs sans Steve Jobs, et au contraire... Il n'incarne pas le personnage, c'est ça pour vous? Oui, pour moi, il ne l'incarne pas, et le film précédent avec Kutcher l'incarnait plus, malgré les creux du film et les tripes au LSD. Mais au moins, ça avait le mérite d'être vrai. Bien. Historiquement, Monsieur X, ton avis? Toi qui l'as vu en vrai et qui l'a côtoyé en vrai, Steve Jobs? Ou presque? Bah écoute, c'est vrai que Fassbender, physiquement, moi je le trouve assez loin de Jobs. Et il est tellement loin que le réalisateur a pris le parti, entre guillemets, de se fiche de ce mimétisme. Pour que peut-être qu'on ne compare pas son film avec effectivement Jobs, où il y avait Ashton Kutcher. Mais à un tel point que c'est trop loin, c'est là où je rejoins Julien. Tu as besoin, c'est le principe de base d'un film, un peu de t'identifier. Alors bon, moi je fais partie des gens qui ont vu Jobs en vrai, donc j'ai peut-être encore plus ce besoin, mais tout le monde a vu des photos de Jobs, de profil, de face. Et là, on a du mal à s'identifier au personnage. Donc moi, je trouve ça un peu dommage, parce que ça met une barrière à l'entrée. Et je considère ça comme un défaut à partir du moment où c'est un biopic ou un essai de biopic. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Oui, brièvement. Très brièvement. À la limite, il aurait pu faire un film avec la même histoire, la même romance, sans s'appeler Steve Jobs, sans parler d'Apple ni de Next, un petit peu comme on a eu des films sur Bowie sans Bowie et ce genre de film. Et là, je pense que ça serait mieux passé, en tout cas pour moi. Oui, Last Days, me souffle-t-on dans Oui, l'oreillette. Last Days, mais c'est... oui, tout à fait. Alors, Fassbender, tu l'as trouvé comment? Ça va faire mal, on dirait un trader bas de gamme. Ouais. Déjà, ça c'est fait. C'est pas Richard Gecko. Ça va pas du tout, mais pas du tout. Pour moi, le meilleur Steve Jobs, c'est Noah Wyle dans Les Pirates de la Silicon Valley. Ouais. Voilà. Téléfilm. Il y aura pas mieux, parce que Kutcher, on a l'impression de voir Kev Adams qui fait Steve Jobs, un peu comme tu l'as dit. Fassbender. Vous êtes dur. Mais non, mais il y ressemble, mais c'est clairement pas un. Oui, mais il essaye trop d'imiter. Kutcher n'est pas mais c'est même pas un bon acteur de toute façon. Il n'y a pas un film où il est crédible à part l'effet papillon. D'accord, bah alors. Voilà. C'est juste pas un bon acteur. Il était très bon dans les That 70 Show en tout cas. Passons ça. Fassbender est un bon acteur, je ne remets pas ça en cause, mais c'est un très mauvais Steve Jobs et il n'a pas été aidé par un scénario qui est accablant de nullité. Alors on ne parle pas du scénario, on est sur l'interprétation. Qu'est-ce que tu n'aimes pas sur cette interprétation qui fait que tu trouves qu'il est mauvais? C'est une espèce de pétition de principe complètement polarisée sur un aspect de la personnalité de Steve Jobs qui ne rend hommage ni à la biographie, ni au personnage, ni au produit. C'est une analyse psychologique à une vitesse qui veut juste le dépeindre comme un maniaque. Tu parles du film. Là je te parle de l'interprétation. On dirait, on ne voit Jobs que comme un grand maniaque. Je suis d'accord, mais encore une fois, ça c'est le choix du scénariste et du réalisateur. On ne peut pas le reprocher à l'acteur. Il ne va pas rigoler et faire un personnage sympa alors qu'il interprète un rôle plutôt dramatique et plutôt fort. Il joue très bien le côté sombre de la force. Donc il joue bien son rôle. Je trouve qu'il joue bien. Et en particulier, dans la dernière phase, il ressemble un peu plus physiquement. C'est vrai que les deux premières parties, c'est très éloigné. La dernière, il est beaucoup plus ressemblant quand même. Mais voilà, c'est le jeu, il est relativement bon. Après, c'est le scénario et l'histoire qu'on a emmené autour qui fait que c'est pas ce que les gens attendaient. Hein. Pour conclure ce Fassbender, moi j'étais assez sceptique au départ parce qu'effectivement la ressemblance physique n'est pas au rendez-vous. Mais quelque part, moi ça m'a permis de ne pas faire de parallèle avec Steve Jobs. Je l'ai un petit peu aperçu en vrai, moins proche que Monsieur X, mais quand même. Et c'est vrai que par rapport à l'autre opus Jobs avec Kutcher, on n'a pas cette marionnette qui essaie de ressembler à Steve Jobs en face de nous. Et je trouve qu'il incarne beaucoup plus le personnage dans la mesure où il joue sa partition. Et c'est ça qu'on demande à un acteur, pas forcément de ressembler. Et c'est vrai qu'on se laisse beaucoup plus porter par l'histoire. Et moi, j'ai beaucoup apprécié personnellement, mais comme quoi, c'est très personnel la manière dont on perçoit les films. Et j'ai beaucoup apprécié l'interprétation de Fassbender. Alors après Fassbender, place au deuxième personnage clé, pas forcément du film, mais personnage clé d'Apple, Woz, Steve Wozniak. Et là, Julien, l'interprétation de Seth Rogen, tu l'as trouvé beaucoup plus, je dirais, naturelle, beaucoup plus proche du vrai personnage qu'était Woz dans la vie. Hein.
Alors oui, mais je suis surpris que tu le dises parce qu'on s'en est pas parlé, donc on doit communiquer autrement. Mais Si, tu oublies qu'il y a Twitter. Exact. Mais oui, non, l'interprétation de Voz est beaucoup plus, enfin pour moi était beaucoup plus crédible. Physiquement, ils se ressemblent déjà. Physiquement, oui. Regarde ces images, ils sont voilà. Plus grande. Il suffit d'être un peu rond, d'avoir un peu les cheveux longs et d'adopter la barbe, ça aide un petit peu. Ce qui est intéressant, et alors là c'est peut-être un point positif, c'est que ça réhabilite quand même un petit peu le rôle de Voz dans l'histoire d'Apple. Ouais. Donc ça c'est peut-être un point positif. Maintenant, la réécriture de l'histoire sur le personnage de Voz, je peux juste pas moi faire parler des gens qui ont quitté Apple il y a 12 ans. Non, c'est pas possible. Donc d'un point de vue historique, ça dessert totalement Je comprends pas ce que tu veux dire, qui c'est peut être surtout ça. apporté par l'acteur et par le parti pris du film, de donner plus de présence à Voz. C'est-à-dire, ce que tu comprends pas, c'est pourquoi ils ne sont pas plus présents, c'est ça? Non, ce que je ne comprends pas, c'est les erreurs historiques majeures qui concernent Voz dans le film. Mais on en revient. Ne lève pas la fac, ne lève pas le doigt. Vas-y, je t'en prie, Paul. Si je peux, en fait, ils ont donné à Woz, ces moments, on le voit dans les conférences modernes, parler à Steve comme une espèce d'archange qui continuera à veiller un peu sur lui. C'est le rôle de Mike Markula dont on ne parle jamais. Mike Markula qui était leur premier business angel. Voilà, le premier investisseur, le premier Rodrigo de Steve Jobs, en gros, pour tout vous dire. Parce que bon, en l'un des premiers PDG 1998, d'Apple. reconnaître l'Apple II, c'est pas possible. Enfin, je veux dire, non, c'est pas vrai. Voilà, exactement. J'ai pas entendu, Julien, vous parler en même temps, donc c'est parfois un peu difficile. Tu disais Sur la troisième partie du film, où, Oui. où Voz demande en 98 à Steve Jobs de reconnaître l'Apple II et le travail de la team sur l'Apple II, je veux dire, c'est pas vrai, c'était juste des années avant. Oui, mais ça, on va l'aborder dans la deuxième partie. Bien sûr, mais c'est un tout, c'est-à-dire que non, c'est pas un tout. côté si, enfin, pour moi, si, mais je comprends qu'on l'aborde différemment sur notre trame, déroulé d'émission. Oui, je sais bien, mais bon, bref, ce qui est intéressant quand même, c'est que pour la première fois, et aussi bien dans le Pirate des Silicon Valley ou dans le film Jobs, il paraît un peu bené comme étant un petit peu abruti sur les bords. Il a quand même fait Apple, je dirais techniquement, c'est lui qui a inventé l'Apple I et l'Apple II, quand même, bordel, et accessoirement le basique aussi de... Le tout premier, après c'était un basique. Après c'était Microsoft, bref. Mais bon, après, tu sais, le côté de ces génies geek et nerd, oui, mais c'est vrai qu'il a un peu plus... L'interprétation est quand même un peu plus fine. Le personnage est quand même à plus d'épaisseur. On sent qu'il y a une sensibilité autour de ce personnage qui est très attaché à son équipe. Ça, on peut en parler maintenant. Et au-delà, Voz a cautionné le film puisqu'il est conseiller du film, alors qu'il avait détesté le premier et il l'avait fait savoir. Il est l'un des rares proches, entre guillemets, de Steve Jobs, à avoir dit qu'il appréciait le film. Et d'ailleurs, il a accordé des interviews longuement sur le sujet, Paul. C'est vrai. Et si je peux revenir sur on en reparlera après, mais 2 minutes sur cette histoire d'Apple II, ça a été un déchirement chez Apple parce qu'il y avait ces deux plateformes concurrentes et l'Apple II, en fait, très tôt, a été une plateforme qu'Apple n'a plus voulu faire évoluer. C'est-à-dire, en 77, l'Apple II sort, c'est un... Alors, je resitue, parce que, bon, ça, on devait l'aborder dans la deuxième partie de l'émission, mais c'est pas grave. On peut le faire dans la deuxième, si tu veux. Non, en gros, à partir du moment où le film s'ouvre sur le lancement du premier Macintosh en 1984, c'est l'une des originalités du scénario, mais on va revenir dans la deuxième partie de l'émission. Et au moment où il lance, c'est la fête du Mac en gros. Et il ne veut pas parler du passé, il ne veut pas parler de l'Apple II. Et Wozniak vient le voir et lui demande, alors que ce n'est pas forcément arrivé dans la réalité, mais on en parlera dans la deuxième partie, de rendre hommage à l'équipe de l'Apple II qui, c'est vrai, a fait la fortune d'Apple et continue à faire la fortune d'Apple parce que évidemment le Macintosh en 84 n'était pas encore sorti. Voilà, précision. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est en 77 l'Apple II sort, en 78 Apple sort un lecteur de disquette pour aller avec son Apple II, ce qui était absolument révolutionnaire, surtout au tarif auquel il était proposé. Attention, Apple proposait des prix plutôt honorables à l'époque. Et ce qui était surtout une nouveauté, c'était cette carte contrôleur du lecteur de disquette que Woz avait réussi à faire en gros mieux que tout le monde parce qu'elle comportait 100 fois moins de pièces que celle des autres, donc elle coûtait beaucoup moins cher. C'est sa grande spécialité. Déjà à l'époque, énormément. Petite anecdote, il y a 2 ans, Woz sur un forum a dit les mecs, j'ai trouvé un moyen de retirer 2 puces de la carte mère de l'Apple II. Donc il continue à cogiter là-dessus. Ouais. Et en 79, on commence à réfléchir à l'Apple III. L'Apple III se plante lamentablement en 81 à cause de Jobs, parce qu'il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de ventilateur. L'Apple III se plante, les unités surchauffent, sont rappelées, la carte mère s'oxyde. Il n'y a pas un modèle qui a fonctionné en gros. Le Lisa en 83, je vais un peu plus vite, se plante.
Là, c'est à moitié la faute de Jobs, à moitié la faute d'Apple. Et en 84, Steve Jobs remonte sur scène. L'équipe de Lisa. Voilà, il a été dégagé. Il y a eu Steve Capps qui a fait un boulot magnifique à sa place, qui après est repassé dans l'équipe du Mac, Rich Page aussi. Et en 84, il remonte sur scène et il dit c'est nous les meilleurs, c'est l'équipe du Mac qui va gagner. Et Woz l'a très mal digéré. Après, il y a eu cette conférence qui s'appelle Apple II Forever, qui a été un succès monumental. Et c'est l'Apple II qui a fait croûter Apple jusqu'au début des années 90. Jusqu'à ce que le Macintosh décolle vraiment, mais pas forcément comme l'espérait Steve Jobs. Mais on va y revenir dans la deuxième partie. Parmi les personnages clés, on l'a dit, il y a Jobs, il y a Fassbender, il y a Woz, Seth Rogen. Et puis il y a un personnage que, moi personnellement, je connaissais très peu et que ce film a vraiment une qualité, c'est qu'elle la met vraiment en lumière. Et ça, je trouve ça que c'est vraiment une idée remarquable de la part des scénaristes. C'est Joanna Hoffman, qui est interprétée par Kate Winslet. Donc c'est vraiment un vrai pari. Je trouve ça vraiment très original de ces personnes qu'on connaît peu dans le grand public. Paul, qui était Joanna Hoffman. Alors Joanna Hoffman que vous voyez ici chez Next, on reviendra sur ce petit extrait. Et il ressemble énormément au rôle cette fois-ci. C'est très bien fait, elle joue très bien. Alors ils ont un petit peu maximisé son rôle dans le film, un peu comme avec Woz, mais mine de rien, pour le coup là, le duo marche super bien. Et Joanna Hoffman, elle s'occupait de marketing et elle est restée en fait dans l'équipe du Macintosh, c'est la première à avoir dépassé 1 an dans l'équipe du Mac. Elle a commencé sous l'époque Raskin, donc le premier père du Mac. Elle est restée avec Jobs, ils sont devenus très proches. Elle l'a défendu contre vents et marées. Elle s'est occupée de la fameuse usine de Fremont où les Macs étaient assemblés. Elle s'occupait d'énormément de choses. Elle calmait un peu Steve dans ses délires. Ouais, elle était très proche de lui. Chez Next. Elle avait vraiment une grande liberté de parole, ce qui était rare, parce qu'on va en parler du caractère de Steve Jobs. Que Paul, tu peux nous préciser son rôle à l'époque chez Apple ? Alors, elle s'occupait du marketing international et après elle s'occupait du marketing du Mac spécifiquement quand le Mac a commencé à avoir des soucis. Donc elle était vraiment intégrée, ce que j'appellerais au noyau dur de l'équipe du Mac, c'est-à-dire Hertzfeld, Burrell Smith, Atkinson, Hoffman et Jobs. Donc pour bien comprendre le rôle clé et la liberté de parole qu'avait Joanna Hoffman au sein d'Apple et notamment par rapport à Steve Jobs qui était quand même un petit peu craint, regardez cet extrait qu'a retrouvé sur la toile pour nous Paul Rony où elle tient la tête et plus que tenir tête à Steve Jobs, vraiment elle le bouscule carrément. Regardez, c'était avant le lancement de Next. You told us yesterday we have a past, and unfortunately some of us can't get rid of that past. And I remember a past where we put out a list this long about the software that was going to ship with our product. As you recall, the list was formidable, and we all thought we could do it in 12 months. 15 packages. So right? maybe what we ought to do, though, is say, see, I think we have to drive a stake in the ground somewhere. Donc là, cette fois-ci, on voit bien que l'interprétation de Winslet est très proche, cette fois-ci, de la réalité. Alors bien sûr, la chronologie, on va en parler, n'est pas forcément respectée. Mais effectivement, ce rôle-là, tenu par Joanna Hoffman, était peu connu du grand public. Et vraiment, le film a le mérite de le mettre en lumière, et plutôt brillamment. Alors là, pour le coup, je peux rien dire. C'est vrai, c'est extrêmement bien fait, à part quelques raccourcis historiques, tu l'as dit. Mais elle est parfaitement à sa place. Monsieur X, toi qui a passé presque 7 ans chez Apple, est-ce qu'elle est apparue sur tes écrans radar, cette personne et ce personnage clé qui était là plutôt au début de l'aventure, même si elle a suivi à Steve jusqu'à chez Next et puis au retour chez Apple? Non, pas du tout. Enfin, faut bien comprendre que Steve est revenu de chez Next, chez Apple, avec quelques personnes clés. En définitive, je ne sais même plus si elle faisait partie des gens qui sont revenus de chez Next, chez Apple. Je crois qu'elle était partie avant, mais ça, c'est à vérifier. À vérifier. Voilà ce qu'on peut en dire. Après, qu'elle a eu un rôle important à accompagner Steve, notamment au moment du Mac. Oui, elle était connue pour ça. Je crois, sans doute, et c'est assez bien dit dans le film, c'était une des seules qui arrivait à lui parler ou qui le supportait ou qui trouvait un intérêt. Qui avait du moins la patience de le faire. Voilà. Ce qui n'est pas dit dans le film et ce qui aurait été intéressant, moi ce qui m'aurait intéressé, c'est quelle motivation elle trouvait à faire ça, parce que supporter Steve, comme on disait, était vraiment une peine au quotidien. Donc quelle motivation elle a eu à le faire sur la durée, c'est ça qui n'est pas dit. Ce qui est intéressant, c'est son parcours. Paul est là pour me corriger si je dis des bêtises, mais c'est vrai qu'elle, c'est une fille dont les parents ont été migrés aux États-Unis très tard. Elle est arrivée assez tard aux États-Unis, donc elle a suivi quand même une évolution sociale assez radicale en étant aux côtés de Steve Jobs et devait l'apprécier pour ça. Elle n'avait pas besoin d'Apple.
et de ce job-là pour avoir une telle exposition, certainement. Et elle avait vraiment, faut bien se remettre, alors il y a un bouquin, mais je vous ferai une petite bibliographie de tout ce que vous devez lire pour pas tomber dans les raccourcis historiques du film. On en reviendra pour les 40 ans d'Apple. Voilà. Joanne Hoffman, elle faisait vraiment partie de ce noyau de l'équipe qui aimait en fait ce qu'il faisait, cet esprit de pirate, en se disant on va changer le monde avec le Mac. Et il y a une anecdote sur Joanne Hoffman, c'est peut-être à cause d'elle, ou grâce à elle, que le Mac n'a pas eu trop de succès au niveau des jeux. Il y a un jeu qui est très peu connu qui s'appelle Alice, qui était un jeu d'échecs en 3D, qui était en développement au moment du Mac. Et Joanne Hoffman y jouait le soir, parce qu'ils allaient tous se chercher des pizzas et retourner bosser. Et elle jouait au jeu et elle trouvait qu'il n'était pas assez difficile. Et le jeu est sorti avec un niveau de difficulté supérieur pour la contenter. Et il ne s'est pas vendu du tout. Elle était d'origine polonaise. Et ses parents ont vécu en Union soviétique. Juste pour dire un truc, pour interviewer beaucoup de gens assez brillants depuis quelques années, qui n'ont peut-être pas le niveau de Steve Jobs, mais en tout cas, j'en ai rencontré quand même qui étaient pas loin dans certaines réussites d'entreprise dans les nouvelles technologies. Il y a quand même des gens très brillants, extrêmement difficiles, ou avec des égos surdémesurés parfois et autres. Et il y a toujours des gens, il y a toujours des N+1 ou +2 qui sont là et qui les suivent contre vents et marées. Et ces gens-là sont aussi intéressants parce que ils ont une profonde croyance dans la personne qu'ils suivent, dans son très fans, et ils le vivent pas comme un sacerdoce. Ils ont une grande fierté à être le numéro 2 d'un génie. Et donc je pense que c'est plus ça, c'est le fait, et puis d'arriver à être écouté par ces personnes-là, parce que même si, alors là, dans le film, on a l'impression qu'ils ne l'écoutent pas, elle arrive quand même à le stopper à certains moments, à le remettre en question, ou en tout cas à poser une graine qui va mettre un certain temps à arriver, mais qui fait que elle va avoir le dernier mot. Elle parle pas dans le vent, quoi. Il y a un truc qui se passe quand même à un moment. Donc, et ces gens-là, d'avoir fait avancer le schmilblick à un moment, c'est une réussite parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le niveau de la personne d'au-dessus, et il faut savoir l'accepter des fois. Donc, voilà. Après, il y a des gens qui supportent très bien le tyrannisme d'autres et qui le vivent pas du tout de la même façon, parce que justement, il y a une acceptation de Steve par rapport à ce personnage. Alors que ce serait n'importe quelle autre personne, il va le massacrer et il ne l'écoutera jamais. Alors il va partir tout simplement. Alors Joanne Hoffman aussi, elle avait réussi à gagner beaucoup de respect dans cette équipe parce qu'elle avait une vraie connaissance technique du Macintosh et de ce qui se faisait, et qu'elle a énormément aidé à la publication des premiers volumes. Elle a occupé tous les postes, donc elle a occupé tous les postes. Elle a permis la publication des premiers volumes Inside Macintosh qui ont quand même énormément aidé la communauté des développeurs. Donc en plus, c'était une technicienne au même sens que Steve, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas capables de produire de l'ingénierie, mais qui sont capables de la comprendre et de dire j'aime bien, j'aime pas, je pense que. Voilà, donc elle avait ce pouvoir-là. Allez, les deux derniers personnages clés, on ne vous dévoile pas trop le film non plus, hein, vous pouvez le voir sans problème. De toute façon, les faits sont pour la plupart connus, puisque c'est du moins sur le papier un biopic. Les deux derniers personnages clés, il s'agit bien sûr de John Sculley, l'ancien PDG d'Apple, qui avait été embauché par Steve Jobs et qui l'avait, entre guillemets, viré, qui est interprété par Jeff Daniels. On n'était pas d'accord, brièvement, Julien, parce qu'on est en retard, c'était sur l'aspect où je dirais le personnage un peu omniprésent de John Sculley dans le film, il est présenté en quelque sorte comme un père de substitution. Toi, tu n'étais pas du tout d'accord avec cette vision-là. Non, mais Sculley en figure paternelle, c'est juste pas possible. Figure paternelle de Steve. Et alors ancien patron de Pepsi, hein, voilà, qui était là, qui a été nommé pour rassurer les marchés et les actionnaires d'Apple parce que Steve était trop jeune pour prendre les commandes d'Apple. Mais le film, pour être très bref, réussit un exploit, c'est le rendre plus intelligent que dans la réalité. Bravo. Non, je ne suis pas d'accord. Là, tu fais du Steve Jobs, là. Tu fais du binaire, c'est génial ou c'est nul. Non, il y a un juste milieu. Sur John Sculley. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même, si on revient sur la biographie, puisque ce film est quand même tiré de la biographie de Walter Isaacson, qui a été quand même amendée par Steve Jobs, elle représente pas forcément Steve Jobs sur un angle très négatif. Il y a un... Oui, juste pour conclure, et après on rebondira sur ce que tu voudras. À un moment, il y a un passage, je me souviens plus précisément où, mais où il rappelle il parle de manière très crue envers Sculley. Il est très dur parce que c'est vrai que il a été viré par lui, donc forcément il lui en veut. Mais il lui en veut d'autant plus qu'il raconte qu'au début de leur collaboration, ils s'entendaient très bien. Il y avait un écartage assez important entre eux. En clair, il y a eu une complicité qui s'est instaurée. Il ne faut pas oublier que, et là, le film insiste beaucoup là-dessus, que Steve Jobs était un enfant adopté et avant tout un enfant abandonné, et que oui, il y avait à un moment donné une relation père-fils, de passage de témoin,
besoin, tu vas m'apprendre à être PDG, j'ai besoin qu'on m'apprenne à être PDG. Ça n'a pas duré très longtemps, mais ça jouait. Et moi, j'aime bien cette idée-là. Après, elle est certainement un petit peu romancée, mais j'aime bien cette idée-là. Et même dans son biographie, il aborde entre les lignes, et surtout, ça permet de mieux cerner le personnage de Steve Jobs, dans la mesure où justement il a énormément souffert, évidemment, du fait que ce soit un enfant adopté et que ses parents ont choisi de l'abandonner plutôt que de le garder à ses côtés. D'ailleurs, vous verrez une scène étonnante où il rencontre son père, son vrai père biologique, mais on ne dévoile pas trop sur le film. Dernier personnage important. Il y a un truc à dire sur Scully pour dire plus simplement ce qu'est Julien, c'est que dans le film, Scully a des couilles, ce qui est un gros problème, alors que dans la vraie vie, c'était pas tout à fait comme ça. Et sur la relation père-fils, c'est effectivement pas faux, c'est assez complexe, mais en fait, ce que Scully a énormément appris à Jobs et qu'on dit plus assez aujourd'hui, c'est qu'il lui a appris énormément sur le marketing. Scully, c'est un marketeur à la base. C'est le patron. Et l'idée c'est lui qui a fait qui a dépassé Coca-Cola du temps où il était patron de Pepsi, ce qui a été à l'époque un exploit impensable. C'est pour ça que Steve l'avait débauché, parce que c'était le meilleur. Et il lui a dit la fameuse phrase. Est-ce que vous préférez venir changer le monde avec moi ou vendre de l'eau sucrée? Et Scully a lâché et est venu chez Apple. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que... Un bon vendeur, Steve. C'était un très bon vendeur. Scully, c'est lui qui a eu l'idée de faire d'Apple une compagnie lifestyle. C'est-à-dire de dire, tu ne vends pas un ordinateur, tu vends un objet avec lequel on vit, qui est une idée qui infuse encore aujourd'hui chez Apple. Je crois qu'il était bien Scully alors. Il n'était pas complètement con, mais il avait un gros problème, c'est qu'il comprenait pas la technique. Non, mais c'est une question de génération, évidemment. Il avait 15 ans de plus, voire presque 20 ans de plus. Il voulait faire un compatible PC à Apple quand même à une époque. Oui, je sais bien, mais il y a eu des erreurs stratégiques majeures. Mais s'il a été viré, c'est pas parce que Scully était con et que Steve Jobs était brillant. Voilà. C'est que Steve Jobs était malheureusement con aussi à l'époque, parce qu'il faisait aussi n'importe quoi. C'est vrai. Et parfois, il était aidé par des mauvais conseils. En 84, que Steve Jobs ait été un jeune con, ça c'est certain, je pense que personne ne le nie. C'est pas... mais Scully a eu quand même des... Scully a quand même fait des choses... on y reviendra. Il a eu des réussites. Il a eu quand même quelques réussites. La compagnie a fonctionné parfaitement pendant quelques années sous sa direction, même si c'était moins spectaculaire, effectivement, que du temps de Steve Jobs. On va arriver à la fin du casting de ce film avec le dernier personnage clé d'Apple, notamment, et du Macintosh, l'histoire du Mac, Paul C. Andy Hertzfeld. Oui. C'est vraiment un personnage clé. Alors là, Hertzfeld, personnellement, ça me touche beaucoup. Le personnage, physiquement, lui ressemble pas mal. C'est une bonne idée de l'avoir mis en avant, parce que là, on le voit en vrai. À Palo Alto. C'est lui, là. Ouais, lors du lancement du premier iPhone. Donc c'est en 2007. On voit qu'ils sont plutôt. Ils s'entendent bien, ils ne se tombent pas dans les bras, mais pas loin. Alors que dans le film, vous allez voir, c'est un peu plus compliqué. Alors dans le film, ne vous fiez absolument pas au rapport qu'il y a entre Steve et Andy dans ce film. Tout est faux. Ils s'entendaient très bien. Paul, il faut que tu arrêtes à un moment d'avoir comme seule lecture de film les faits. C'est pas un film historique. Hein. Voilà. C'est un biopic. Non. Oui, mais c'est un biopic, c'est difficile. C'est un biopic avec un angle extrêmement particulier. Oui. Qui a un parti pris très précis. C'est pour ça qu'ils ont pris leur temps pour le faire. Est-ce que c'est réussi ou pas de ce point de vue-là? Effectivement, il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs, mais il ne faut pas le lire comme quelque chose d'historique et de chronologique. Alors, c'est avant tout pas ça. C'est pas un livre d'histoire. Et le premier qui le dit très bien, c'est Voz, qui dit non seulement c'est pas chronologique, premièrement, et deuxièmement, j'aime ce film, et il y a des choses volontairement qui sont des faits contre-historiques. Il dit par exemple, une altercation entre Steve et moi à propos de l'Apple II dont tu parlais n'a pas existé. Si, elle a existé, mais pas à ce moment-là. Mais elle est réaliste. Elle est réaliste dans l'angle du film, bien sûr, qui est de montrer la personnalité de Jobs. Donc, alors, qui était la meilleure critique ou la meilleure lecture que de le rapprocher des faits, parce que oui, c'est pas très historique, hormis les grandes chronologies, quoi. Bien sûr. D'accord, mais je remets pas en question c'est un bon film si tu veux, mais c'est l'aspect biopic et historique qui me gêne. Mais bon. Bon, alors là, on a mais comme tu connais pas l'histoire, moi je suis pas. C'est pas un film historique. C'est pas un film historique. Mais c'est un biopic. Alors, c'est pas un film historique. Une observation. Vous vous rendez compte quand même, pour quelqu'un qui ne connaît pas l'histoire d'Apple ou qui ne connaît pas Steve Jobs, qui voit ce film, qu'est-ce qu'il en retire?
Bah, Il en retient que c'était quelqu'un de colérique, mais c'est ce que j'allais dire. Si tu veux, moi j'ai pas votre culture de Steve Jobs. C'est pas. Parler 2 secondes. Oui, mais c'est juste un mot, Fanny. Pardon. C'est pas aussi binaire dans la vie. On n'est pas soit un salaud, soit un gentil. Il y a toujours un peu de gris clair et de gris foncé. Ne réagissez pas comme Steve Jobs qui considérait que les gens c'était géniaux ou qui étaient nuls. Il y a des côtés obscurs. Vas-y, Fanny. Excuse-moi. Moi qui n'ai pas votre culture de Steve Jobs, qui est même pas je crois que je suis même pas sûre d'avoir assisté à sa dernière keynote en fait, parce que Apple, moi c'était les produits qui m'intéressaient pendant très longtemps. Je m'intéressais pas spécialement aux keynotes, etc. Oui. Et au monde d'Apple, moi tout ce que je voulais c'était acheter le produit, le tester, le voir. Donc le perso de Steve Jobs m'est passé loin. Je m'y suis intéressée. Je crois que la première fois où je me suis vraiment confrontée au bonhomme, c'est quand il est mort et que j'étais avec Cédric Ingrand au Japon et que j'ai mesuré l'ampleur du bonhomme. Mais voilà, moi quand j'ai vu le film, je l'ai regardé du coup avec un œil qui est assez loin, à part quelques lectures, mais ni physiquement, ni sur l'histoire ou sur le perso, je savais grand-chose. Et le film, franchement, je l'ai trouvé entraînant, pas chiant, etc. Après, voilà, c'est un film où on romance les trucs, on sent bien qu'il y a plein de choses qui peuvent pas, qui étaient sûrement plus lissées dans la vraie vie, parce qu'on est dans un film, qu'on doit raconter la vie de quelqu'un en 3 chapitres. Mais je l'ai trouvé très rythmé, bien joué, intéressant, et ça me donne plutôt envie d'aller creuser maintenant sur le personnage pour savoir ce qui est vrai du faux. Et c'est là la vertu du film, finalement. Et je pense que c'est ça, c'est peut-être d'apporter un intérêt sur ce personnage. Et après, voilà quoi. Moi, il ne s'adresse pas aux fanboys purs et durs, il s'adresse à des gens qui ont envie de passer un bon moment et d'aller plus loin en se documentant et peut-être en corrigeant les quelques erreurs, je dirais, volontaires du film pour rendre le film beaucoup plus lisible, beaucoup plus rythmé, Fanny. Ouais, et vraiment, les grands génies de notre époque et sûrement d'autres, les gens très brillants que je connais, sont loin d'être simples à vivre. C'est rarement des gens très doux et très gentils dans tous les sens du terme, mais c'est aussi des gens tellement passionnants que tu leur passes plein de choses parce que justement ils ont 3 ou 4 cerveaux des fois à l'intérieur d'un seul, et c'est pas donné à tout le monde. Quand on parle de talent dans la musique ou dans d'autres domaines, bah là c'est pareil. Je pense que c'est quelqu'un qui avait vraiment tout un tas de talents et qui sûrement avait des problèmes de relations humaines ou d'empathie ou autre, peut-être. Et encore une fois, une vertu de ce film, c'est d'avoir mis en lumière des personnages clés. On l'a vu tout à l'heure avec Joanna Hoffman, maintenant avec Andy Hertzfeld, qui est interprété par Michael Stuhlbarg. Donc c'est vraiment l'un des pièces maîtresses d'Apple à l'époque et du Macintosh, brièvement, parce qu'on est très brièvement. Andy Hertzfeld, c'est l'architecte du système, pour faire très très simple. Il travaillait en tandem avec Burrell Smith, qui lui a créé toute la partie hardware. Donc, il travaillait avec Bill Atkinson aussi. C'était vraiment la cheville ouvrière de tout ce qui se passait derrière. C'était le Woz du Macintosh, on peut le dire. Alors, le Woz du Macintosh, c'est plutôt Burrell Smith, mais lui, c'est comme Woz faisait tout, c'est une partie du Woz du Mac. Voilà. Mais oui, c'est vrai que la machine était un peu plus évoluée. Voilà, on a essayé, dans un premier temps, de poser un petit peu le film brièvement. On va aborder véritablement maintenant les faits. Qu'est-ce qui nous semble faux, ce qui a été romancé dans la deuxième partie de cette émission. Et puis, on reviendra sur le personnage peint lors du film, le portrait fait par Steve Jobs, qui est un personnage assez odieux. Est-ce qu'on peut être d'accord avec cette image-là? Dans la deuxième partie de cette émission, tout de suite, brièvement, le busomètre et des questions Twitter. Allez, le busomètre avec Paul Rony. Cette semaine, ça n'a pas trop busé par rapport à la semaine dernière. C'est relativement stable. C'était très calme. Moi, j'attends des fuites sur les futurs iMac, futurs MacBook. Il n'y a rien. C'est désespérant. T'inquiète pas, il y a un iPhone qui arrive bientôt. Du coup, voilà, ça bouge pas. On a toujours l'iPhone 5 SE en rose pour le mois de mars. On y croit toujours, on en a un petit peu reparlé. Oui, je suis même acquis, il n'y a plus de débat là-dessus. Il n'y a plus de débat. Ce serait par contre, on l'a déjà dit, le rose de l'iPhone 6S, donc plus du cuivre que le rose flashy de l'iPod Touch. Ah, voilà, il y a eu une rectification. D'accord. Bon. En deuxième place, toujours cette conférence d'Apple pour le mois de mars. Ça, on y croit à fond. Où il y aurait aussi la troisième rumeur, l'iPad Air 3. On vous a dit, c'est un iPad Pro mini, donc 4 haut-parleurs, un smart connector, le support du Pencil. On l'espère. Pas de 3D Touch malheureusement. Et donc tout ça donc pour le 15 mars et nous serons en direct naturellement. 15 mars la conférence, 18 mars en vente. Ah, c'est précis. Sans précommande. Sans précommande. Et on peut. Ça se vend plus, tu sais, Julien a plus besoin de précommande. En quatrième rumeur, l'Apple Watch 2, toujours pas pour mars. Donc plutôt pour septembre apparemment. Plutôt pour septembre. Et en cinquième rumeur, un macOS à la WWDC, c'est la seule rumeur de cette semaine, en gros. Un macOS en minuscule pour aller avec tvOS, watchOS,
iOS, il y aurait un macOS parce que OS 10 n'aurait plus de sens dans cette structure. Donc on changerait l'appellation d'OS 10 pour macOS. Une vraie plateforme. plateforme. Un peu plus logique. C'est vrai que iOS, voilà, mais il n'y aurait pas forcément une refondation totale d'OS 10. C'est juste le nom qui changerait. Merci Peut-être Paul. que ça permettrait de coller les numéros de version. D'accord. Merci Paul. On passe maintenant aux questions avec Fanny, questions Twitter. Énormément de questions ce soir, Fanny, autour du film Steve Jobs. On a choisi malheureusement qu'une parce que nous sommes très en retard. On est à près de 45 minutes d'enregistrement. Alors, oui, pas tant de questions ça, des réactions très vives Oui. en fait. Il est vraiment. Et d'ailleurs, on a eu un sondage, on a un nouveau community manager qui s'appelle Benjamin Labac, qui va s'occuper toutes les semaines de vous poser les questions et de vous faire des sondages. Et entre autres, donc cette semaine, le sondage, c'était la question: avez-vous aimé le film Steve Jobs de Danny Boyle? Alors 49% ont dit oui et 51% ont dit non. Ce qui montre bien que c'est un peu comme dans cette émission, on est assez mitigé. Assez partagé, en effet. Voilà. C'est binaire finalement. On ne sait même pas si on l'aime nous-mêmes. C'est comme Steve Jobs. Et très réactif dans les deux sens. Hein. Alors, c'est surtout les gens forcément qui ne sont pas contents qui ont réagi. Il y en a qui disent mais pourquoi Seigneur nous avoir infligé ça? Pourquoi avoir fait un si mauvais film? Quel est le choix de cet acteur? Donc voilà. Donc en gros, c'est 50-50. Il n'y a pas que des fanboys dans ce sondage qui réagissent. Et puis alors, petite question, mais on y a un petit peu répondu, je pense, c'était qu'avez-vous pensé du parti pris d'Aaron Sorkin par rapport à la biographie d'origine? Alors, on n'y a pas parlé parce que c'est un sujet qu'on va aborder juste après, normalement, dans le déroulé de cette émission. On va attendre, tu répondras. Mais on va y aborder. Mais Aaron Sorkin, on va enchaîner là-dessus, comme ça, ce sera fait. Donc, c'est le scénariste de Jobs. Il est très connu, il est très apprécié, il est très à la mode aux États-Unis. Hein. Il a réalisé notamment The Social Network, il a réalisé à la Maison Blanche, qui, moi, personnellement, pendant longtemps, ma série télé préférée, dans les coulisses de la Maison Blanche. Et puis, Paul, c'était un proche d'Apple. Oui, alors vous savez pourquoi je vous mets ça là? Vous voyez ce que c'est ça? C'est un PowerBook G4 17 pouces. C'était le bon temps, monsieur, souviens-toi. C'est le tout premier. Et vous voyez cette application, c'est Final Draft, c'est l'application qui a été utilisée par... Par qui? Tu vas voir. Voilà. Tu vas voir dans 5 secondes. Il faudra retimer. J'ai perdu mon effet, mais bon, c'est pas grave. Qui a été réalisé par Aaron Sorkin. Aaron Sorkin, un peu plus jeune. Qui était dans les vidéos de promotion d'Apple. C'était un proche. Ouais, voilà. C'est marrant comme quoi. Voilà. Aujourd'hui, il est un peu moins. Il est beaucoup moins populaire. Il est un peu moins populaire. Vous pensez bien que le portrait qui a été dépeint là, on peut répondre à la question de Fanny, n'a pas plu. En tout cas, une chose est sûre, aux responsables d'Apple, à Tim Cook en tête, et à la famille, aux proches d'Apple, Lauryn Powell-Jobs, qui est l'épouse et la veuve de Steve Jobs, évidemment qui ne se reconnaissent pas dans le portrait au vitriol. C'est vrai qu'il est assez sévère d'une personne aussi tyrannique comme est parfois montré Steve Jobs. On va parler plus exactement justement du film, du scénario, du parti pris historique, les keynotes qui sont vraiment les moments forts, les 3 étapes fortes de ce film dans la prochaine partie de cette émission. Après Aaron Sorkin pour le scénario, moi je le trouve vraiment très bon. C'est un parti pris encore une fois. On n'est pas tous d'accord, on a longuement abordé le sujet ce soir. Encore une fois, voilà, c'est romancé et c'est vraiment très bien, très rythmé. Moi j'ai retrouvé le film vraiment... On passe vraiment un bon moment. Alors après, on peut trouver que ça ressemble à une fiction, mais ça se regarde, c'est très rythmé, c'est très musclé. C'est vraiment un bel ouvrage. Et vraiment, Danny Boyle, qui lui est le réalisateur, on annonçait pendant longtemps l'arrivée de David Fincher, finalement ça a été Danny Boyle, l'auteur, le réalisateur de Slumdog Millionnaire, qui a fait de la belle ouvrage en termes de réalisation. Vous allez vraiment passer un super moment. Encore une fois, si on s'arrête au caractère historique, comme les purgés à ma gauche, on ne peut pas regarder le film, mais vraiment vous passez un bon moment. Alors, de bons acteurs, de bons scénaristes, un bon réalisateur, mais un film, on l'a compris, qui crée la polémique autour de l'articulation du film, autour de 3 keynotes forts. Ça, c'est aussi l'originalité du scénario. La keynote de 84 avec le Macintosh, la keynote de 88 avec le lancement du premier iMac, et Next. De Next, pardon, et 1998, pardon, le lancement du premier iMac. Ça, c'est malin. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en fait, la bio de Steve Jobs est condensée en des pré-keynotes, ces moments d'intimité, dans les coulisses des différents théâtres autour de San Francisco et de Cupertino, où on découvre véritablement le côté obscur de Steve Jobs, Paul. Ça, pour le coup, je peux rien dire. C'est extrêmement bien fait, c'est extrêmement malin, et même le fait que ce soit pas dans le bon ordre, tout ça, c'est malin. Et surtout avoir pris la keynote de Next,
celle de 88. Ça montre quand même qu'ils ont vraiment pensé. Ça, c'est très malin. Et je sais que pour ça, ils ont fait beaucoup de recherches parce que la keynote de Next est ressortie sur Internet il y a quelques jours. Et c'est celle qu'ils ont utilisée. Ils l'ont fait restaurer pour le film. Donc il y a eu de la recherche. Je ne nie pas ça du tout. Et ça m'a énormément plu parce que c'est un super moment pour le coup. Et là, c'est vrai qu'on est d'accord, Julien. Ils ont réussi à condenser durant ces 3 keynotes successives des moments forts de la vie de Steve Jobs avec des caractères qui leur semblaient clés du personnage, mais ce sont des moments qui ne sont absolument pas chronologiques. La chronologie n'est absolument pas respectée. Alors, est-ce qu'on peut encore vraiment parler d'un biopic, Julien ? Alors, je vais essayer de nuancer mes propos, mais globalement, pour pas te heurter, Olivier, non, globalement, effectivement, tous les faits historiques sont dans le désordre. Donc, on sent bien qu'il y a, sur le fond, il y a une vague trame de vérité. On la ressent tout du long. Il y a quelques parties pris du film, comme effectivement les pré-keynotes et les keynotes qui sont malins, mais tout est dans le désordre, tout est mélangé, et finalement. On a des faits qui sont montés en épingle, c'est-à-dire que l'histoire, alors je ne veux pas trop dévoiler le film, mais l'histoire de la dernière minute du keynote pour, je crois, c'est Lisa, je crois, c'est ça, où il faut tout réécrire à la dernière seconde, c'est un fait qui est monté en épingle et Premier Mac, pardon, excusez-moi, c'est le premier Mac. C'est un fait qui est monté en épingle, et si tu fais un peu des recherches, parce que du coup j'en ai fait quelques-unes pour voir la vraie histoire, elle est différente. Elle est différente, et c'est pas en 5 minutes que tu réécris ton OS pour qu'il dise hello. Alors, je juste me permettre d'intervenir. Tu vas donc défendre le film. Là, je vais défendre le film parce qu'en fait, ils ont pris un fait historique réel, vraiment, mais ils l'ont twisté en fait. C'est-à-dire que effectivement, l'OS du Mac était bourré de bugs jusqu'à 4h du mat. Le jour de la présentation. La présentation était à 10h du matin, il fallait que les disquettes partent à la duplication à 6h. Donc, ils ont pas réécrit entièrement l'OS, mais ils ont ressorti, et je pense que les scénaristes n'avaient peut-être pas les connaissances techniques, ils ont sorti plein de builds, comme ça de l'OS. Voilà. Un scénariste, public, donc il faut vulgariser une histoire. Donc en gros, ils ont sorti plein de versions de l'OS qu'ils ont fait tester à toute l'équipe qui était là. Et il s'est trouvé que le dernier bug qui subsistait, c'était celui en fait quand on insérait une disquette vierge dans le Mac, il fallait appuyer sur la barre d'espace ou n'importe quelle touche pour qu'elle commence à se formater, elle ne le faisait pas toute seule. Finalement, Steve a dit c'est bon, moi ça me dérange pas, ils ont envoyé les disquettes, et c'est ce fait-là en fait. Ce fait que cette histoire de l'OS qui effectivement était truffée de bugs, qui est montée en épingle dans le film. Donc je comprends la critique de Julien, et en même temps je comprends l'entrain des scénaristes en disant c'est des fous, 4 heures avant leur présentation, ils refont leur OS, il faut qu'on en parle. Oui, et ça c'est encore une fois malheureusement une constante de la vie de Steve Jobs durant quasiment tous les pré-keynotes. Lors du lancement de l'iMac, qui fait un scandale en 90, ça ils l'ont pas montré dans le film, en 98, parce qu'il se rend compte que le lecteur de CD ne correspond pas à ce qu'il attendait, il voulait un manche-disque, il voit qu'il y a un tiroir, il veut plus lancer l'iMac. On est presque sur la scène à San Francisco ou à Cupertino, donc voilà, à chaque fois il se passe ça, ou encore le lancement de l'iPhone en 2007 où le téléphone avec quelques difficultés a fonctionné correctement. Donc ça reste encore une fois une volonté de vulgariser, à mon sens, des faits, et remontrer comment historiquement les choses étaient parfois un peu plus compliquées dans la réalité, qu'il y avait beaucoup de jeux de la part de Steve Jobs pour vraiment améliorer, je dirais, sur scène le rendu du produit, qui était loin d'être fini, parce que le produit n'était pas disponible tout de suite, il fallait attendre plusieurs mois. On l'a vu avec l'iPhone plus récemment, on l'a vu avec l'Apple Watch et Tim Cook plus récemment aussi, et parfois même ça ne marche pas encore très très bien, mais passons sur les détails. Mais je suis d'accord avec Paul, c'est des faits qui sont montés en épingle, et du coup c'est trop romancé, et pour moi ça me pose problème. Là je suis d'accord avec Julien. Moi ce qui m'a d'abord surpris, et c'est vrai qu'ils assistent beaucoup là-dessus, alors ça c'est mineur, l'histoire du Mac, ce qui vraiment lorsque j'en ai discuté autour de moi, a frappé beaucoup de spectateurs, c'est la manière dont a été présenté Steve Jobs en tant que père par rapport à sa fille Lisa. On apprend de manière un peu stupéfiante que non seulement, ça on le savait déjà pour ceux qui s'intéressaient à Steve Jobs, il ne l'avait pas reconnu, et que donc il avait été condamné au fait d'assurer bien sûr son existence, et au-delà, on apprend que le nom Lisa qui était donné à l'ordinateur n'était pas le nom de sa fille, mais le nom, un nom un petit peu alambiqué, je vous le cite, Local Integrated System Architecture. Donc c'est vrai, quand on voit Steve Jobs dire ça devant sa fille, on se dit mais c'est quand même un sacré connard, il n'y a pas d'autre mot. Oui, parce que sa fille lui demande pourquoi il s'appelle, voilà. Pourquoi cet ordinateur s'appelle Lisa, il lui répond que c'est Lisa, c'est pas du tout. C'est vrai que quand on voit ça, ça veut dire Local Integrated Software Architecture. Ouais, mais ça c'est ce qu'il dit. Voilà, c'est ce qu'il dit. Mais c'est pour la suite de l'intrigue du film. Voilà, mais ça permet de positionner le film pour la suite, de dire ouais, c'était quand même un personnage assez particulier. Mais dans la vraie vie, Paul, il n'a jamais dit ça devant sa fille. Voilà.
Il faut quand même le dire, il a jamais été jusque-là. Il s'est effectivement, cette scène sur le parking où il gueule sur Christian Brennan est vraie. La maman est véridique. Elle a même écrit un bouquin qui s'appelle Up Back in the l'histoire Apple. de l'article dans Times. C'est vrai, tout ça c'est vrai. Où il dit en gros, mais je suis le père, mais 23% des Américains pourraient l'être. Ce qui n'est pas très sympathique pour la mère de Lisa. Il finira quand même par la reconnaître, mais bien plus tard, en 80, je vais pas dire de bêtises, en 80. Pas aussi tard que ça, parce qu'ils auront quand même une vraie relation personnelle. Il la rencontre pour la première fois en 86. Oui, mais il la reconnaît. Il la reconnaît qu'à 87-88, voilà. Et elle finira par prendre le nom de son père, donc les choses se sont arrangées. Mais c'est vrai que ça permet de poser le caractère d'un personnage et de rentrer un petit peu de donner un coup de poing dans l'estomac au spectateur. Je pense que c'est ça qu'a recherché à la fois le scénariste et le réalisateur, et moi je trouve ça plutôt réussi. Et quelque part, c'est vrai qu'il y avait un côté antipathique, Monsieur X, qui est parfois difficile à expliquer, parce qu'on a l'impression, quand vous m'en parliez autour de moi, quand on parlait ensemble, ça cassait un petit peu le mythe. C'est difficile de s'attaquer à un maître comme ça, et pourtant dans la réalité, il avait quand même des côtés obscurs, Monsieur X. Vous l'avez vécu de près. Ouais, moi sur l'antipathie de Steve Jobs, la question non répondue, c'est pourquoi il était comme ça. Alors, pas pourquoi en termes d'explication psychologique ou de motivation profonde. Sincèrement, je m'en fous. Hein, j'ai assez à faire avec mes propres peurs profondes, comme on dit. C'est nouveau patron. Mais pourquoi il se laissait aller à être comme ça? Qu'est-ce que ça lui donnait dans ses relations au quotidien au niveau boulot à être comme ça? Parce que bon, le privé, évidemment, je connaissais pas. Et voilà, la question, c'est pourquoi il se forçait pas un petit peu à être sympa? C'est des gens a priori, ça coûte pas grand-chose. Si, alors. Mais non, a priori, non, c'est des gens. Je vais finir, Fanny. Je vais finir. D'accord? Parce que c'est pas parce qu'il y en a d'autres qui sont comme ça que ça excuse. Donc moi, ce que je pense, et qui n'a jamais été répondu, même chez Apple quand j'y étais, c'est pourquoi il est comme ça, alors que d'être sympa, ça coûte pas grand-chose, et ça peut apporter beaucoup. Et c'est cette question-là qui est pas répondue dans le personnage. Et effectivement, au quotidien, il était odieux. Et pour moi, ce n'est pas justifié. Ça ne le rendait pas plus génial, ça ne le rendait pas plus focalisé sur ce qu'il avait à faire, ça ne lui permettait pas d'aller plus vite, ça ne lui permettait pas de faire Apple une entreprise plus successful, comme on dit. Donc pour moi, c'était inutile. Et contre-productif. Et un peu méchant gratuit. Oui, et contre-productif pour Apple. Ça a causé du mal à Apple. Le fait que ce soit contre-productif, ça, je peux l'illustrer par les conséquences que ça avait en interne chez Apple. Telle est la raison de ma question. Mais après, il est avéré que ce genre de personnes, et j'ai rencontré des étudiants de grandes écoles qui ont ce problème-là, c'est un problème, ils sont suivis par des psys maintenant et on leur apprend à simuler l'empathie parce qu'ils ne l'ont pas naturellement. C'est quelque chose qu'on... L'être humain a. C'est intéressant. Oui, et ce sont des gens qui leur cerveau prend tellement à réfléchir sur certaines choses qu'ils n'utilisent pas les zones de l'empathie naturellement. Et c'est prouvé maintenant scientifiquement, hein, vraiment, sur des gens qui sont... C'est pas tout le monde, c'est juste très peu de la population. Et je me dis que Steve Jobs faisait partie de ce genre de personnes. Et donc moi, j'ai rencontré des jeunes, et en particulier une jeune femme, qui m'a raconté comment on lui a appris maintenant. Elle avait des relations qui étaient très très dures avec les autres étudiants et elle comprenait pas pourquoi. Et elle a été prise et maintenant elle m'a dit, j'ai appris à, quand je rencontre quelqu'un et que je lui serre la main et que je lui dis bonjour, je me force à lui dire bonjour, comment tu vas, si elle est un peu pâle et tout, à réfléchir qu'il faut que je m'intéresse à elle parce que naturellement je n'avais pas cette empathie et il a fallu qu'on m'explique que c'était une maladie, un fonctionnement qui est complètement décalé. Et en fait, c'est vraiment des gens, et c'est souvent sur des gens très très brillants qu'on a ça, ou des psychopathes. Donc voilà, c'est intéressant de le savoir aussi. Il y avait parce un que côté moi, pendant longtemps, je me disais, c'est quoi ces Steve connards Et en fait, non, il n'y a pas... C'est aussi une maladie, c'est comme la dépression ou d'autres choses, c'est un fonctionnement du cerveau et qui leur demande plus qu'une simple adaptation. Il faut qu'ils soient rééduqués pour pouvoir comprendre les autres. Oui, encore une fois, il y a un côté un peu psychopathe qui est peint dans ce film autour de Steve Jobs, mais encore une fois, il nous amène quelque part. C'est-à-dire qu'il y a quand même un fil conducteur. Quand tu disais que tout à l'heure, Julien, que c'est un peu désordonné, oui, mais ça amène à une conclusion, c'est de montrer que finalement,
Pourquoi ce que l'est le CEO d'Apple originel est présenté comme le père putatif? Parce que c'est ça qui est un petit peu le fil conducteur. C'est un enfant abandonné, Steve Jobs. C'est un enfant dont les parents ont refusé de l'élever, que les premiers parents qui l'ont adopté ont refusé de prendre le bébé une deuxième fois. Donc il s'est 2 fois rejeté. Bien sûr, il n'a pas vécu, mais on lui a raconté tout ça. Et ça lui a certainement forgé un caractère très particulier. Certainement, il a été traumatisé pour ça. Et je pense que, et c'est mon interprétation toute personnelle, et je ne suis pas un spécialiste de cinéma, mais peut-être un peu plus de Steve Jobs, c'est quelque chose qui l'a marqué et qui explique qu'il ait ces réactions-là, parce qu'il n'a pas les codes qu'on a pu avoir, nous, qui avons été élevés dans l'amour et la tendresse. Il a été élevé par l'amour et la tendresse, mais de nos parents naturels. Paul, tu voulais dire quelque chose? Il avait enfant, on sait, c'est raconté dans des biographies. Alors c'est très intéressant de lire les biographies de Steve Jobs qui ont été écrites. Il y a eu 2 périodes pour ces bios. Quand il est mort, là, récemment en 2011, et il y a toutes les bios qui ont été écrites quand il est parti de chez Apple. Et celles-là apprennent beaucoup de choses sur son enfance, notamment le fait que c'était un enfant assez seul, très créatif, qui posait énormément de questions. C'est lié, hein. Voilà, qui traînait très souvent tout seul, qui a dû attendre le lycée pour se faire des amis, qui était très mauvais à l'école et qui après, à 12 ans, on a voulu mettre au lycée, ses parents ont refusé. Donc, c'était un enfant précoce, probablement mal détecté à l'époque, qui savait faire beaucoup de choses, qui, quand il avait des amis, par contre, était très empathique, parce qu'il avait de vrais amis. Daniel Kottke, avec qui il est parti en Inde et tout, qui a fait partie de l'aventure Apple. Ouais, Hertzfeld, qui est dépeint dans le film comme quelqu'un où il le menace de monter sur scène en disant voilà, si ça marche pas, je dirais que c'est de ta faute, c'est quand même terrible. Il l'a jamais dit ça du Jamais, non, parce que. Encore une fois, ils sont restés amis, alors qu'à la fin du film, on pourrait penser qu'ils se sont disputés à mort, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, Hertzfeld, quand il a été obligé de prendre une période d'absence de chez Apple, il a été pleuré. Ils ont pris un dernier dîner tous ensemble et Hertzfeld a pleuré. Steve, le 17 septembre 1985, quand il a appris qu'il était viré, que c'était définitif, qu'il n'y aurait plus de rôle opérationnel pour lui, a pleuré, mais beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a... beaucoup de ses collègues ont cru qu'il s'était suicidé. Donc c'était quelqu'un qui au contraire faisait surgir de l'empathie. Alors Fanny a raison sur tout ce qu'elle a dit sur ses pathologies, mais Steve faisait surgir de l'empathie partout. C'était quelqu'un qui marchait, et c'est ce que raconte Johnny Ive maintenant sur les designs, qu'a l'empathie, qu'a la relation émotionnelle aux gens et aux produits. Il le fait aussi pour vendre ses produits. Hein. Voilà. C'est le champ de distorsion de la réalité cher à Steve Jobs qui faisait qu'il arrivait à... Et Joan Hoffman en parle dans sa vidéo. Oui, bien sûr. À faire déplacer des montagnes. Et souvenez-vous, Monsieur X, parce que vous avez participé à cette émission mythique, une émission qu'on avait faite avec Jean-Marie Hulot, qui était un ami intime de Steve Jobs, un Français, l'un des pères, si ce n'est pas le père de l'iPhone, qui a été développé à Paris. Il racontait les difficultés qu'il avait parfois avec Steve Jobs lorsqu'il était au sein d'Apple ou au sein de Next. Et ça c'est de notoriété publique au sein de Cupertino, les employés d'Apple préféraient utiliser les escaliers plutôt que l'ascenseur. Pourquoi? Parce que Steve Jobs avait tellement un œil sur tout et savait tout sur tout et suivait tout au pied de la lettre qu'ils avaient peur de rencontrer le gourou dans l'ascenseur et se faire pourrir. Et quand vous travaillez jour et nuit sur un projet, vous faites pourrir, c'est assez contre-productif. Et effectivement, ça a causé beaucoup de tort à Apple à cette époque-là. Je vais te donner un exemple aussi. Ce sera pour conclure, Monsieur X. Ouais, qui a partagé avec nous un ami commun qui voyait Steve Jobs 1 ou 2 fois par an pour ce qu'on appelait les revues business, dire les revues d'affaires dans les filiales. Ils ne sont pas très nombreux, mais je vois que tu veux dire. Voilà, et donc Steve venait pas mal en France, mais au moins une fois officiellement, et en général un peu avant Apple Expo, il faisait cette revue de ce qui se passait dans les filiales. Et une des années où il est venu, il s'est endormi simplement parce qu'il devait être fatigué de son voyage. Donc le meeting a continué parce que personne n'a osé l'arrêter. Mais tout le monde a baissé la voix pendant la présentation pour ne surtout pas le réveiller. Bon, et ça donnait un peu la nature des relations humaines que Steve entretenait, ou en tous les cas développait, parce que ce n'était pas de l'entretien de relations humaines. Et ça, c'est une des qualités du film qui est relevée par Woz. Le film est peut-être froid, le film n'est pas historique, mais pour lui, c'est celui des films ou des documentaires qui a été fait qui traduit le mieux au quotidien cette personnalité le caractère massive et son caractère. Je suis assez d'accord. Pour des gens qui ne le connaissaient pas intimement comme nous, on pourrait dire
être très agressif. C'est vrai que ce caractère, c'est certainement ce qui a fait bondir, encore une fois, les proches de Steve Jobs et Tim Cook. Mais encore une fois, voilà, c'est la vertu du film, c'est quoi? C'est qu'à la fin du film, on a compris un peu mieux le personnage, on a cerné un peu mieux le personnage de Steve Jobs. Et puis je trouve qu'il en sort plutôt gagnant hein, de ce film. Et voilà, il est plutôt sympathique in fine. Et c'est rien que pour ça, je pense qu'il fallait voir ce film parce que vous allez passer un bon moment. La seule, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs historiques. Moi, celle qui m'a fait le plus bondir, ce sera le mot de la fin, c'est le fil conducteur avec John Sculley, hein, le patron d'Apple qui a viré Steve Jobs. Il est là systématiquement à chaque keynote d'Apple. Alors ça, c'est absolument faux, hein, parce qu'à partir du moment où il a fait virer Steve Jobs, ils ne se sont plus jamais adressé la parole. Donc on le voit revenir en 88 pour le lancement de Next. Eh bien non, en 88, il n'était pas là pour le lancement de Next. C'était un concurrent d'Apple, pensez bien. On le voit en 98, alors qu'il a été viré d'Apple, offrir un Newton. Ça, c'était amusant, parce que Steve Jobs a fait arrêter le projet Newton quelques mois auparavant. Là, encore une fois, ou quelques mois après, encore une fois, c'est totalement faux. Ils ne sont plus jamais adressé la parole. Mais c'est vrai que toute cette période, ce caractère qui était quand même explosif, volcanique de Steve Jobs, ça lui a causé beaucoup de tort. Hein. S'il a été viré d'Apple, il ne faut pas chercher midi à 14h. Hein. C'est que le champ de distorsion des réalités ne fonctionnait plus à l'époque et il s'était fait virer. Et ça lui a beaucoup appris. Donc il a aussi... On le voit aussi mûrir tout au long de ce film, quand il a pu mûrir entre son éviction en 85 et 98 et son retour gagnant chez Apple. Un dernier mot pour la fin, peut-être. Pour apporter de l'eau à ton moulin, Olivier. Oui, génial. J'aimerais quand même dire un petit mot. Pour apporter de l'eau à ton moulin, pour une fois pour aller dans ton sens, je pense que Sorkin écrit très bien, mais il est remarquable. Très créatif. Trop créatif, trop anglais peut-être, mais c'est très bien. Une histoire vraie, et c'est ce qui a pu me heurter. Voilà. Moi, je suis très d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Olivier, notamment sur le caractère de Steve. C'est vrai que moi, je suis très accroché à une vision, parce que j'aimerais qu'un jour, il y ait un film qui raconte vraiment l'histoire Personne n'ira le voir. De l'informatique. Mais je pense que ça sera chiant. Je pense qu'au contraire, des gens iront le voir. Par exemple, j'appelle de mes voeux, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de le faire, un film sur Jack Trammell, qui est quand même un mec qui a survécu à Auschwitz, qui est parti au Canada, qui a conduit des taxis. Commodore et d'Atari. On parle de Commodore qui a conduit des taxis, qui a réparé des machines à écrire avant de faire exploser le marché des calculateurs et de dominer le marché de l'informatique à cette époque-là. Je pense que ça ferait un très grand film. Mais bref, je suis d'accord avec tout ce que tu viens de dire sur le. T'as besoin de romancer pour que ce soit pas chiant non plus. Après, c'est un documentaire et. Voilà, il ne faut pas confondre, je dirais, une œuvre de semi-fiction avec un film historique ou voir un documentaire. Et c'est là où justement le placement de ce film qui se place du côté du biopic, mais quand même assez fiction, c'est là où ça me pose un problème. Après, c'est un film, tu l'as dit, agréable à voir. On apprend des choses malgré tout. La construction scénaristique est bonne et le caractère de Steve est peut-être à mon goût un peu trop tonitruant, mais bon... Allez, le mot de la fin, on l'ancien responsable d'Apple qui avance, visage masqué. Ce sera le mot de la fin, monsieur X. La bonne nouvelle pour Paul, c'est que ce film sur l'histoire chronologique d'Apple n'existe pas, mais qu'en revanche, sur... qui était Steve, dans une vision peut-être moins romancée et plus factuelle, ça existe, hein, et c'est le reportage qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est un documentaire qui est Steve Jobs, The Man in the Machine. Moi, j'ai vu ce reportage, et c'est ce que je disais, ce documentaire, qui a le format d'un film, c'est ce que je disais le lendemain de l'avoir vu sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai croisé Steve Jobs pas beaucoup dans ma vie, 5-6 fois, ça se compte sur les doigts d'une grosse main. Pareil, monsieur X. Mais avec ce documentaire, c'est comme si je le retrouvais en face de moi. Allez le voir, mais il est difficile à trouver en France. Que quand je le voyais, quand je l'ai vu backstage avant des keynotes, notamment celui du lancement d'iTunes en Europe en juin à Londres, 2004 à Londres, et je sentais son énergie, qu'elle soit positive ou négative, c'est autre chose, mais sa présence. Et la chronologie est assez intéressante dans ce documentaire. Il y a vraiment on parle autour d'événements très intéressants d'Apple, et surtout, il y a les témoins de l'époque qui parlent face caméra de manière assez factuelle et avec leur émotion. Et donc, si vous voulez savoir qui était Steve de manière, on va dire, moins scénarisée, procurez-vous ce documentaire. Vous en aurez quand même une très, très bonne impression. Et moi, je trouve, en termes de ressenti, comme ça, un peu émotionnel, c'est assez proche
du bonhomme que j'ai vu voir. Il est sur l'iTunes Store, mais uniquement aux États-Unis pour le moment. Donc je ne sais pas si vous avez la possibilité de le faire procurer par un compte US ou un ami qui revient des États-Unis pour un DVD, pourquoi pas. C'est un très bon documentaire, Monsieur X a raison. Voilà, écoutez, on est arrivé au terme de cette émission. On a essayé de vous résumer un petit peu ce qu'on pensait de ce film. On est assez partagé, mais vous passerez un bon moment encore une fois. Et quant à nous, autre bon moment qu'on va essayer de passer ensemble, c'est avec les coups de cœur, bien sûr. Allez, les coups de cœur, on commence tout de suite par Julien. Alors, cette semaine, pour moi, le coup de cœur mitigé ou qui pose question, mais en tout cas, c'est un coup de cœur parce que, et ça ne vous surprendra pas, c'est sur Facebook qui est lancé par Microsoft, qui sera lancé et disponible commercialement au moment où cette émission sera disponible. Enfin. Et enfin, en France, c'est vrai qu'il y a eu un petit délai, mais au moins Microsoft arrive avec un produit très très bien fini. Ils ont eu quelques problèmes logiciels qui ont fait quelques échos dans la presse, mais sont pour la plupart corrigés avec les mises à jour tu sais, la presse, qui sont disponibles. Oui, je sais bien. En tout cas, c'est un très beau produit. C'est un produit qui, de toute beauté, est surprenant. C'est un produit qui crée la curiosité chez les gens et qui a un petit peu ce côté waouh qu'on connaissait au produit Apple, mais qui ces derniers temps c'est un petit peu éloigné. Et même s'il est bien trop cher. Oui, je parle bien d'un produit Microsoft. Oui, mais il a raison. Malheureusement, oui, il a raison. La curiosité, etc. Même s'il est trop cher et que sincèrement, comme un produit Apple. Je ne suis pas convaincu que son achat soit chaudement recommandé pour le tout venant. C'est un très bon produit, très bien fini. Et c'est une très belle réalisation de Microsoft. Voilà. Eh bien, écoute, je te propose qu'on y revienne plus longuement la semaine prochaine. On va essayer. Je dis bien qu'on va essayer de consacrer une session spéciale. On va le comparer un petit peu à un MacBook Pro et puis éventuellement, évidemment, à l'iPad Pro. Hein. On pense tous à ça, même s'ils ne sont pas forcément en frontal. Mais c'est vrai, deux visions différentes de la tech et de l'informatique aujourd'hui. Merci, Julien. De ton côté, Fanny? Alors, moi, écoute, l'iPad Pro, un stylet pour dessiner, etc. Et juste derrière, qui c'est qui se lance dans le dessin pour enfants sur tablette? C'est Bic qui est le spécialiste des feutres et avec Bic Kids pour les crayons de couleur. On les dépense tous pour la rentrée scolaire dans les trousses souvent. Ils lancent une belle application qui s'appelle Draw-e-Book, qui est une petite appli pour les 5-10 ans. Et ça mêle créativité, interactivité. Et c'est très très sympa, c'est une appli gratuite en plus. Donc c'est pour intégrer le dessin sur la tablette. Et Draw-e-Book. Draw-e-Book. Très bien, merci Fanny. De ton côté, Monsieur X, ton coup de cœur ce soir? Alors mon coup de cœur, deux choses. D'abord un site web, alors il est en anglais, je suis désolé, qui est un blog qui s'appelle Wet But Why, qui est un blog de c'est comme c'est choche. Ouais, c'était pas mal. Un blog de vulgarisation scientifique qui est fait par deux jeunes et qui est très très sympa. La vulgarisation scientifique, il y a d'autres endroits pour aller en faire, mais Tim Urban et Andrew Finn qui animent ce blog ont beaucoup d'humour. Et puis en plus de bien expliquer des choses complexes comme le paradoxe de Fermi, par exemple, qui est supposé répondre à la question « Y a-t-il des aliens dans l'espace ?» Ils font plein de petits dessins pour illustrer ça. C'est bien pour vous, même si vous avez la patience d'utiliser le traducteur Google, c'est même bien pour vos enfants, ça vous traduit ça en français, c'est très simple. Très rigolo. C'est, on va dire, un renouvellement du genre de notre Science et Avenir en mode rigolo. Précipitez-vous là-dessus. Et puis pour le week-end, des chaussures que je me suis fait offrir. Sans transition. Les slips de Monsieur X, les chaussures de Monsieur X. Qui sont des chaussures au départ françaises, je crois, qui ont été rachetées par les Américains, qui s'appellent les Oka One One, et qui sont des baskets, notamment pour courir, et qui ont cette particularité d'avoir des énormes semelles. Alors ça a deux avantages. C'est bien pour les gens pas très grands comme moi, on prend 5 cm. Et oui. Puis la deuxième chose, c'est pour ça qu'elles ont été conçues au départ. Sors de ce corps, Nicolas. Ouais, extrêmement bien les articulations. Donc si vous marchez avec et que vous ne courez pas, c'est très très agréable. Et si vous courez, vous vous protégez. Oka One One, allez voir ça. Seul petit défaut, c'est pas vendu sur Internet que chez les spécialistes du running.
Mais vraiment, si vous voulez des chaussures confort, c'est absolument génial. Je recommande chaudement. Merci, monsieur. De ton côté, Paul, ton coup de cœur. Mon coup de cœur, c'est une nouvelle console qui sort sur Kickstarter. Enfin, ça fait un petit moment, on en reparle maintenant. C'est la Coleco Caméléon qui a la tête Coleco, comme Coleco, comme la ColecoVision. Vision des années 80. Sauf que là, elle a la tête d'une Jaguar, un pad un petit peu agnostique et elle permet de rejouer à des jeux de plein de générations de consoles, en gros de l'Atari 2600 jusqu'à la Mega Drive. C'est un gros émulateur en fait, c'est ça? Oui, mais vraiment tu le branches à ta télé, il y a une sortie HDMI, les manettes peuvent être branchées en USB, tu peux brancher un clavier, tu peux mettre des ROM dedans. Il y a des cartouches. D'accord. Et puis tu pourras en télécharger. Très bien. Voilà, ça va être absolument génial, j'attends ça de vraiment impatient. J'espère que ça sera plus stable que les autres choses qui ont été faites là-dessus, parce que souvent ça me quand même pas mal. J'espère, parce que effectivement, en général, ça plante assez lamentablement régulièrement. On va essayer de suivre l'affaire, c'est vrai que ça annonce pas mal, puis moi ça me rappelle on va se faire des bonnes soirées. Oui, ça me rappelle d'excellents souvenirs quand j'étais un peu plus jeune et j'avais un peu plus de cheveux. De mon côté, regardez, c'est un accessoire pour iPhone. Si vous aimez filmer de manière sérieuse et professionnelle, c'est le Feiyu G4 Plus, rien à voir avec le Mac. C'est un Steadicam pour que votre iPhone se prenne pour s'en occuper. Regardez, je l'ai carrément ici, j'ai installé mon iPhone 6 dessus. Et j'ai pu le bouger dans tous les sens. Et l'image, alors je vais filmer en même temps et puis on essaiera de diffuser avec la joie du montage. Regardez, hop, je vais très très vite sur la Mi Pole, je bouge en haut, je bouge en bas et ça reste stable de manière assez épatante. Et vous pouvez filmer vraiment dans toutes les positions, monter, faire du selfie si vous voulez faire un peu de podcast et vous filmez vous-même, c'est vraiment assez épatant. Et puis si on appuie sur le troisième bouton, 1, 2, 3, regardez, hop. Ça devrait le faire, 1, 2, 3, normalement. Voilà. Ça tourne, et pourquoi ça tourne? Pour cette raison-là, regardez, pour pouvoir le mettre au ras du sol et faire des petits travelling, des petits comme ça, assez étonnants, et vraiment jouer à Shining comme dans l'original, et pour uniquement, entre guillemets, 300 €. Ça a coûté plusieurs dizaines de milliers d'euros d'avoir, il y a encore peu, un système de Steadicam. C'est assez épatant. Il faut en avoir l'usage. Il faut peut-être régler le problème du son. Ça, il faut y réfléchir aussi. Et puis, ce qui manque, c'est peut-être aussi une longue perche. C'est en option, une perche en carbone. Le Feiyu G4 Plus, 299 €. C'est PNGCam qui distribue ça en France. Pour donc 299 €. Je vois que Paul est en train de lorgner dessus, donc je sens que je vais y passer pendant quelques temps. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce 217e épisode d'En refait le Mac. Merci. 18e déjà d'épisode d'En refait le Mac. Merci de l'avoir suivi. Vous retrouvez chaque semaine, ou presque, Julien Jette dans cette émission. Et qu'y a-t-il au menu prochainement cette semaine de Clubic? Nous avons un magnifique test sur Facebook qui arrive et qui sera, j'espère, en ligne au moment de la diffusion de l'émission. Et nous aurons également un comparatif des smartphones dans la tranche plutôt un guide d'achat des smartphones dans la tranche de 150 à 250 €. Oui, surtout qu'il y aura pas mal de renouvellement dans quelques semaines avec le Mobile World Congress à Barcelone. Fanny, vous la retrouvez chaque semaine dans Refait le Mac et prochainement dans une Funnies Party, Fanny. Oui, alors la Funnies Party, c'est toujours le 29 mars. Et sinon, tiens, Julien, info, là, comme ça, tout de suite. Kenny West, 53 millions de dettes, mais Pizza Hut lui offre un job. Sache-le, c'est Voici qui vient de le sortir sur Twitter. Ouais, super. On va vendre pas mal de pizzas quand même. J'étais inquiet pour Kenny, je suis rassuré. Autre chroniqueur historique de Refait le Mac, Monsieur X, qui j'espère sera un peu plus présent. Il s'était assez discret ces dernières semaines, Monsieur X. Il faut vous reprendre. C'est ce que je fais, Olivier. En fait, je passe mon temps devant mon Apple TV, où j'ai installé l'application Plex il n'y a pas très longtemps, et j'accède le serveur Plex d'un de mes frères, sur lequel il y a 1 millier de films en HD. C'est un vrai bonheur et un de mes futurs coups de cœur, un Plex sur Apple TV. J'espère que c'est tous des films Lego. Je pense bien. En plus, c'est mon frère aîné, c'est une référence morale dans ma famille. Ouais, c'est que des rips de ses propres Blu-ray. Hein. Tu penses bien, il fait ça toute la journée. Oui, c'est les vidéos de famille. Évidemment. Voilà. Évidemment. Et puis, accessoirement, sur l'Apple TV, maintenant, grâce à aussi bien avec l'application Dailymotion ou également avec l'application Podcast, vous pouvez regarder en HD. On refait le Mac, donc n'hésitez pas. Oui, Monsieur X. Non, mais en vrai, Plex, c'est génial. Ah, c'est une tuerie. Ouais, c'est dommage qu'ils soient impayants, mais passons. Paul, tu reviens la semaine prochaine? Avec grand plaisir. On va potasser un petit peu le Microsoft. On va se faire sur Facebook. Sur Facebook la semaine prochaine? Ouais. On va voir si on peut organiser ça. On a improvisé ça juste avant l'émission. On va pouvoir comparer. Ouais, comparer avec l'iPad Pro, ça va être passionnant. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez au rendez-vous. On va essayer effectivement de faire une belle comparaison entre les dernières œuvres de Microsoft avec celles d'Apple qui sont parfois décriées. À la semaine prochaine. Au revoir.